Pourquoi les choses ne se passent-elles jamais comme prévu? Pourquoi est-il si difficile de savoir ce qui se passera demain ou dans 10 ans? Pourquoi donc le futur résiste-t-il au déterminisme apparent de la nature? C'est à ces questions et à d'autres que nous allons essayer de répondre après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, traite d'un sujet qui revient assez souvent dans les cafés philo que j'anime ou auxquels je participe. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer d'éclaircir ce sujet, donc le sujet de la contingence. Alors, commençons par définir ce qu'est la contingence en philosophie. Alors, c'est un vieux sujet qui date en fait d'Aristote, enfin le premier qui l'a vraiment formalisé, étudié, etc. C'est Aristote, même si en fait on en trouve des traces dans, par exemple, la philosophie d'Héraclite, qui accorde une grande importance au hasard. Mais Aristote a vraiment beaucoup réfléchi à ce qu'était la contingence. Donc, il définit la contingence dans les analytiques. Il dit, quoi qu'il y ait des choses qui soient vraies et qui existent réellement, mais qui peuvent être autrement. Donc, un fait contingent, c'est un fait qui existe, qui est vrai, mais qui aurait pu être autrement. Et donc là, il dit, il est clair que la science ne s'occupe pas d'elle. Sinon, les choses qui peuvent être autrement ne pourraient être autrement. Pour Aristote, donc, la science, c'est le domaine du déterminisme, de la causalité, et donc forcément, les choses qui pourraient être autrement ne sont pas du domaine de la science. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un fait contingent, c'est un fait qui n'a pas de cause. C'est un fait qui apparaît comme ça, sans avoir de cause, c'est-à-dire qu'il aurait pu être autrement. C'est tout ce qui... Alors, donc chez les Grecs, chez les anciens en général, la contingence était souvent expliquée par le destin ou l'intervention des dieux dans la vie des humains. Alors, il y a plusieurs choses qui vont intéresser Aristote sur la contingence. La première, c'est quelle est la valeur logique d'une affirmation sur le futur. Il prend l'exemple de la bataille navale, c'est un exemple qu'on retrouve maintenant dans tous les livres sur ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui a été étudié longtemps, au Moyen-Âge, puis après, puis maintenant, même dans la philosophie analytique, par exemple, puisqu'il y a une question logique, c'est celle que se pose Aristote, quelle est la valeur logique d'un fait futur? Et il prend l'exemple, il dit, si je dis demain il y aura une bataille navale, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je veux dire, est-ce que c'est vrai maintenant? En fait, non, puisque si je ne suis pas certain que demain il y aura une bataille navale, puisqu'en fait, ça dépend des circonstances, même si on n'est pas loin d'une bataille navale, au dernier moment, on peut signer un accord, et puis hop, la bataille navale n'a pas lieu. Donc demain, je saurai, mais je ne peux pas savoir maintenant quelle est la valeur logique de cette phrase, et peut-être même qu'elle n'a pas de valeur logique. Puisque si on considère qu'il n'y a pas de causalité au fait qu'il y ait une bataille navale demain, eh bien aujourd'hui, la phrase « demain il y aura une bataille navale » n'a pas de valeur logique. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que des phrases peuvent ne pas avoir de valeur logique. Elles peuvent être ni vraies ni fausses, ou vraies et fausses à la fois, enfin comme on veut, mais elles n'ont pas vraiment de valeur logique. Alors Aristote étudie assez... comment dire, il étudie cette question à travers tous ses aspects en politique et en éthique. En politique, il nous dit, mais puisque certains domaines peuvent être embrassés par les lois, donc c'est un peu l'équivalent de... Donc là, on est dans la causalité, la loi, c'est telle cause, tel effet, si vous faites ceci, alors il va se passer cela, une peine, une amende, ou je ne sais quoi. Et que pour certains autres, c'est impossible. Ce sont ceux-ci qui font difficulté et font aussi que l'on cherche s'il est préférable que ce soit la loi excellente qui gouverne ou l'homme excellent. Car légiférer sur ce qui est matière à délibération est chose impossible. Donc en fait, Aristote nous dit, en politique,
euh, puisqu'il y a de la contingence, tout ne peut pas être réglé par des lois. Il faut de la délibération. Donc une sorte... Alors, chez Aristote, la contingence, la délibération, excusez-moi, cette délibération, elle peut être collective ou elle peut être individuelle. C'est-à-dire que ça peut être l'homme politique qui va délibérer dans sa tête pour trouver la bonne solution à une situation qui est contingente. Et dans l'éthique à Nicomaque, il dit, mais on ne délibère jamais sur des choses qui ne peuvent être autrement que ce qu'elles sont. Et donc, il n'est pas possible de délibérer sur les choses qui existent nécessairement. Donc là, les choses qui existent nécessairement, c'est les lois ou c'est la science qui permet de les résoudre. Hein. Mais la prudence, donc c'est la prudence qui nous permet de traiter les faits contingents. La prudence ne saurait être ni une science ni un art. Bon, là, il explique pourquoi. Mais en fait, donc là, on voit bien, ce qu'il recommande dans l'éthique à Nicomaque face à la contingence, c'est ce qu'il appelle la prudence. La prudence en grec, ça se dit phronésis. Je le signale parce que, en fait, phronésis a donné en latin prudentia, qui a donné prudence, mais c'est pas la prudence. Donc la phronésis, ça n'est pas tout à fait la prudence au sens de la précaution, etc. C'est plus une sagesse pratique, une philosophie pratique, une intelligence pratique. D'ailleurs, dans une autre partie, il dit qu'on a une partie de notre cerveau, de notre âme. Il y a une partie qui est faite pour la science, donc pour les choses nécessaires, et une autre partie de notre âme qui sait gérer les choses contingentes. Donc on voit que pour Aristote, dans le monde, il y a les choses nécessaires et il y a les choses contingentes. C'est comme ça. Ce n'est pas comme chez Platon où les choses ne devraient pas être contingentes. Pour Aristote, il prend en acte, enfin il prend en considération le fait que c'est comme ça, il y a des choses nécessaires, il y a des choses contingentes, et l'homme est en quelque sorte adapté à ça. Il a deux parties dans son âme, une partie qui sait traiter les faits nécessaires, et donc ça va donner la science et les lois en politique, hein. Mais pour les parties contingentes, eh ben on a une autre partie de notre cerveau qui va être capable de délibérer. Alors ça, c'est donc la contingence chez Aristote, mais l'homme moderne, l'homme du 21e siècle, forcément se dit, mais oui, mais d'accord, mais la science maintenant explique à peu près tout, enfin beaucoup de choses en tout cas, euh, et donc forcément la contingence, j'ai envie de dire, nous gêne encore plus qu'elle pouvait nous gêner au moment de l'Antiquité, quoi, au moment d'Aristote. Comment peut-on concilier la contingence, c'est-à-dire en quelque sorte le hasard, hein, avec comment dire, les causalités, le déterminisme que sous-entend la science. Alors, j'ai isolé 4 explications scientifiques qui permettent d'expliquer donc le hasard, la contingence, sans faire appel au destin ou à je ne sais quelle intervention divine dans le monde réel. Alors, la première, c'est la mécanique quantique. Hein. Parce que dans la mécanique quantique, ben justement, la mécanique quantique est une physique non déterministe, ou plutôt non entièrement déterministe. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la mécanique quantique, c'est un sujet très compliqué. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube sur le sujet, en particulier celle d'Étienne Klein, par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y en a faites par l'Université de Marseille. Je vous mettrai des liens sous la vidéo, hein, dans le texte de la vidéo. Mais la plupart des lois de la mécanique quantique sont exprimées sous forme probabiliste. Hein. Donc il y a des statistiques qui permettent de dire bah, telle particule va se trouver, elle a telle statistique, telle chance, vous voyez, elle a X% de chance de se trouver à tel endroit, et X% de chance de se trouver à tel endroit, etc., etc. Mais on ne sait pas où elle va être. Donc la mécanique quantique est probabiliste, donc elle n'est pas, vous voyez, donc c'est une forme de déterminisme malgré tout, c'est pas n'importe quoi, mais elle n'est pas cause-effet simplement. Et puis en plus, il y a des superpositions d'états qui rendent tout ça, enfin c'est assez compliqué, et c'est assez contradictoire avec l'idée qu'on se fait du déterminisme. Donc ça permet d'introduire de la contingence, en tout cas dans le monde des particules. Alors c'est le problème de la mécanique quantique, c'est que
Euh, et c'est une contingence presque absolue, enfin, en tout cas très forte dans le monde des particules. C'est un peu en contradiction avec le déterminisme fort qu'on peut voir dans les lois physiques macroscopiques. Mais cependant, on peut imaginer des effets un peu émergents comme ça. On le voit dans du bruit qui apparaît dans certaines conditions euh, et qui peuvent provoquer malgré tout des effets dans le monde macroscopique. Alors ça, c'est une première cause, une première raison hein, de comprendre la présence de la contingence dans notre monde. La deuxième, elle est apportée par Cournot. Alors Cournot, c'est un mathématicien et philosophe du 19e siècle, par hasard, il se trouve que par hasard, il est au programme de l'agrégation de philosophie cette année. Et lui, il a donné une définition assez originale du hasard, qui ne concerne pas forcément tous les hasards, mais une partie, et qui explique encore une fois rationnellement, de façon déterministe en quelque sorte, des événements qui nous semblent hasardeux. Il y a des événements qui sont vraiment hasardeux et des événements qui nous apparaissent hasardeux. Mais en pratique, pour nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient imprévisibles. Alors, donc la définition qu'il donne, c'est le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes. Donc vous avez deux séries de causes et d'effets, comme ça, tout à fait déterministes, et qui se croisent à un moment donné. Et ce croisement crée des deux côtés une impression de hasard. Vous voyez, je vais prendre un exemple tout à fait simple. Deux amis qui se rencontrent. Voilà, il y en a un qui va chercher le pain et l'autre qui va, je sais pas quoi, aller chez l'épicier. Et ben, ils ont tous les deux leur causalité, leur idée, leur raison de se trouver sur ce chemin, et ils se croisent et ils disent ah quel hasard. Mais en fait, c'est juste deux séries causales indépendantes. Alors c'est une explication qui a été contestée, mais malgré tout, je la trouve intéressante parce qu'on peut dire que au moins au niveau de l'apparence, de notre connaissance, de la connaissance de chacun de ces deux amis, l'événement paraît hasardeux. Il était pour eux imprévisible. Ou il aurait fallu qu'ils connaissent l'état du monde complètement. Donc c'est aussi le hasard est aussi une manifestation de notre finitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout connaître du monde. Donc certains événements qui sont tout à fait déterministes, tout à fait logiques, vont nous paraître comme hasardeux. Alors, la deuxième explication, c'est les théories du chaos. Alors, les théories du chaos, ce sont des théories mathématiques, donc totalement déterministes, logiques, rationnelles, qui expliquent pourquoi certains systèmes nous apparaissent chaotiques. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements désordonnés. Et pourtant, ces comportements sont totalement modélisables par des équations mathématiques. Et en général, une des causes des systèmes chaotiques, c'est une grande sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui, quand vous faites varier un tout petit peu les conditions initiales, vont avoir un comportement très différent. Ce qui veut dire que comme nous sommes humains, et encore une fois c'est une question de finitude, nous ne pouvons connaître les conditions initiales de quel que soit le système avec une certaine précision. C'est-à-dire que nous avons des systèmes précis, enfin des mesures, nous pouvons faire des mesures précises à 1% près, ou à 0,1% près, ou à 0,01% près. On ne peut jamais avoir une mesure absolue, ça n'existe pas. Il y a toujours une marge d'erreur. Donc, si la sensibilité du système chaotique est inférieure à notre marge de précision, notre précision, on va dire, de mesure, et bien dans ce cas-là, le résultat, le comportement du système va être, pour nous, va être chaotique, va être imprévisible. Puisqu'en fait, on n'est pas capable de dire si les conditions initiales sont A ou B. Parce que l'écart entre A et B est inférieur à la précision dont nous sommes capables. Donc ces systèmes-là vont nous apparaître comme chaotiques et imprévisibles. Alors, des systèmes chaotiques, il y en a plein. Hein, j'en ai noté quelques-uns. La météo. La météo, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir le temps qu'il fera demain. Mais alors bon, demain, on commence à y arriver un petit peu, mais le temps qu'il fera dans un mois, c'est très très compliqué. Parce que il y a une grande il faudrait connaître avec une grande précision les conditions météo, c'est-à-dire
température, pression, le vent peut-être, je ne sais pas, enfin je ne suis pas météorologue, mais il faudrait connaître avec une grande précision les données météorologiques de chaque point de la Terre, de l'atmosphère, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça, bon, on arrive à améliorer nos prévisions parce qu'on multiplie les stations de mesure météo, et puis qu'on a des ordinateurs de plus en plus puissants pour faire les calculs. Mais donc, on voit bien qu'il y a une grande sensibilité aux conditions initiales. Donc la météo, la bourse peut avoir un comportement chaotique parce qu'il suffit des fois qu'une action varie de quelques pourcents pour que ça entraîne des conséquences assez disproportionnées par rapport à la variation initiale. Le cœur, on sait que le cœur a un comportement chaotique, ce qui explique c'est-à-dire qu'il va être régulier, puis à un moment donné, il va y avoir une petite variation dans je sais pas quoi, je suis pas médecin, et qui va entraîner par exemple la crise cardiaque. Vous voyez, donc c'est pas, vous voyez, une crise cardiaque, c'est pas quelque chose de lent comme ça, machin, c'est à un moment donné, il y a un emballement et il y a une crise cardiaque. Et puis alors, un exemple classique je sais pas ce qu'on va dire, qui amuse beaucoup les physiciens et tout ça, c'est ce qu'on appelle le problème des trois corps. C'est-à-dire vous prenez trois astres, trois corps dans l'espace, et donc soumis à, comment dire, à la gravité, aux lois de la gravité de Newton, hein, donc c'est des lois totalement déterministes. Eh bien, alors c'est Poincaré qui avait fait beaucoup de calculs là-dessus, qui a, je crois, à l'origine de la découverte de ce système chaotique, en quelque sorte. C'est-à-dire que selon les positions initiales des trois corps, vous avez des comportements très différents, et des fois, il suffit de varier un tout petit peu la position d'un des trois corps pour obtenir, au bout d'un certain temps, un certain nombre de révolutions, des positions extrêmement différentes. Donc vous voyez, c'est pas forcément des choses très compliquées. Ça peut être juste trois corps dans l'espace soumis aux lois de Newton et vous avez un comportement quasi imprévisible. Peut se calculer, mais il faut connaître les positions initiales avec une grande précision. Donc là, on voit que, encore une fois, c'est un problème de connaissance, un problème d'épistémologie. J'ai envie de dire, selon le degré qu'on a, la précision de nos mesures, ben on va être capable ou pas de prévoir le comportement du système. Donc c'est vraiment une source importante de contingence apparente dans le monde. Quatrième exemple, c'est la complexité. Donc ça, je ferai des vidéos là-dessus. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc, je ferai plusieurs vidéos, je pense, sur la complexité. Donc, la complexité, c'est un système où il y a en général un grand nombre d'agents. On ne parle pas d'éléments, mais d'agents. Ce n'est pas des éléments passifs, mais ce sont des éléments actifs. Hein, et donc, qui vont avoir un comportement, si on prend l'ensemble, très difficilement prévisible. Hein. La complexité, c'est une philosophie, c'est une pensée. En France, elle a été développée par Edgar Morin, mais elle est aussi très développée dans le monde anglo-saxon, euh, comment dire, qui s'appuie beaucoup sur tout ce qui est vivant. Tout le vivant est un système complexe. Chaque être vivant est un système complexe. Un écosystème est un système complexe. Et puis dans le domaine humain, la sociologie, ben, c'est une étude de systèmes complexes, parce qu'une foule, une société, tout ça, ce sont des systèmes complexes, difficilement prévisibles, parce que chaque élément est en fait un agent, c'est-à-dire que lui-même agit et donc modifie le fonctionnement de l'ensemble. Et donc tout ça rend comment dire, les comportements de l'ensemble très, très difficilement prévisibles. Par exemple, on est actuellement en période d'élection, hein, de campagne électorale. Eh bien, ok, on fait des sondages toutes les semaines, mais on voit que ça varie en fonction. Il y en a un qui fait une déclaration, ça varie. Et donc, il est très difficile de savoir, par exemple, qui sera élu dans, je sais pas quoi, 4 mois maintenant, hein, en avril 2022. On a des idées, on a des tendances, on sait, en gros, on peut dire qui ne sera pas élu, mais difficile de dire qui sera élu. Voilà. Donc ça, c'est parce que un électorat, un ensemble de citoyens, c'est un système complexe. Alors, la contingence, bien sûr, c'est quelque chose d'un peu gênant, on peut la voir sous un aspect négatif, mais je voulais quand même prendre deux exemples de conséquences positives, excusez-moi, de la contingence. La première, bah, c'est la liberté. Hein. La liberté, c'est exactement ça, ou le libre arbitre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est
quand on prend une décision, quand on fait fait une action qui aurait pu être autrement. Hein, je sais pas quoi, moi j'ai le choix entre deux livres, et ben je vais prendre le livre A ou le livre B. Voilà, j'aurais pu prendre l'un ou l'autre. Donc c'est une action contingente, ça n'est pas une action nécessaire. Donc s'il n'y avait pas de contingence, il n'y aurait pas de liberté ni de libre arbitre. Alors on sait d'ailleurs que certaines philosophies comme celle de Spinoza, qui se veulent entièrement déterministes, définissent la liberté justement autrement que le fait que nous prenons des décisions qui pourraient être autres que celles que nous prenons. Alors, ça c'est la première conséquence positive, je trouve, de la contingence. La deuxième, c'est l'évolution de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que dans le système darwinien, ou même néo-darwinien, il y a deux mécanismes qui s'enchaînent. Hein. Le premier, c'est justement le fait que à chaque reproduction, il y a des erreurs. Il y a du hasard qui intervient, il y a une part de hasard, c'est-à-dire que le patrimoine génétique d'un enfant, si on reste dans le monde des humains, n'est pas exactement celui de son père et de sa mère. Il y a des erreurs, il y a des différences, il y a des petits écarts qui se créent. Il y a donc des mutations, on appelle ça des mutations de gènes. Hein. C'est vrai aussi dans la parthénogénèse des cellules, des animaux unicellulaires. Hein. Eh bien, au moment de la reproduction, où ils se divisent en deux, les deux autres cellules devraient avoir exactement le même patrimoine génétique et elles n'ont pas exactement le même patrimoine génétique. Et donc, c'est parce qu'il y a ces mutations, peut-être provoquées par des effets de mécanique quantique, dont on a parlé précédemment d'ailleurs, hein, mais parce qu'il y a ces mutations, eh bien ensuite, la sélection naturelle peut s'exercer. Hein. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'exemple simple des animaux unicellulaires, donc il y a une parthénogénèse. Au moment de la parthénogénèse, il y a des erreurs. Les deux cellules ne sont pas exactement les mêmes. Eh bien, s'il y en a une qui est plus adaptée à son environnement, elle va survivre, et peut-être que l'autre va mourir, va disparaître. Et donc, à ce moment-là, la sélection naturelle s'exerce de façon différente sur les deux cellules. Si elles étaient pareilles, en fait, ou les deux survivraient, ou les deux disparaîtraient, mais il n'y aurait pas de sélection naturelle. Voyez. Donc s'il y a sélection naturelle, c'est parce qu'il y a de la contingence. Et donc, sans la contingence, le vivant ne pourrait pas évoluer. Donc le vivant ne pourrait pas s'adapter. Donc là, c'est vraiment un effet fondamental. La contingence, le hasard, est au cœur du vivant. Donc ça, c'est vraiment un effet positif. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère bien entendu qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de la récompenser d'un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne. Et puis donc je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.